Mesdames, Messieurs, vous êtes fidèles à votre télévision de la communauté, c'est la Moto TV. Merci de rester fidèles, c'est le programme de Demain par l'éducation, votre émission qui rentre dans l'univers des l'UAC à travers l'éducation. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la lutte contre le sida. C'est en marge de la journée qui se consacre à cette lutte à travers le monde. Et nous allons nous mettre dans le contexte de cette émission. Pour aujourd'hui, nous sommes avec Dr Mwindo Kasussula, bienvenue. Il est médecin traitant à l'hôpital Matanda et il contribue à la prise en charge des malades qui sont infectés par le VIH à travers la ville de Butembo et à travers toute la région. Mais nous allons nous dire maintenant que le VIH-Sida a coûté la vie à plus de 14 400 personnes à travers la RDC, dont 205 au Nord Kivu et déversé plus de 441, 4441 orphelins sur toute l'étendue du pays. Ce sont les statistiques qui ont été données par le coordonnateur du programme national multisectoriel de lutte contre le sida. Et plus de 21 008 personnes vivant avec le VIH-Sida et 1612 nouveaux cas enregistrés rien qu'au cours du premier trimestre de l'année 2020. Alors, ces statistiques ont été fournies à l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre le VIH-Sida, comme on venait bien de le dire. Aubin Monkidi, qui l'a dit à la presse, note que cette maladie mérite de bénéficier d'une attention plus que particulière, étant donné qu'elle constitue une urgence sanitaire de portée mondiale, selon les données que nous avons reçues du site radiomoto.net. Et je vous le disais déjà, nous sommes avec Dr Kasussula, qui est médecin traitant à l'hôpital Matanda, et nous allons l'accueillir. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et nous sommes fiers de vous accueillir sur ce plateau de Moto TV. C'est en vue de nous parler du sida, de ses modes de propagation, de la lutte contre le sida, de l'appréciation que vous faites du comportement des jeunes à travers la ville, à travers la région. Et déjà là, je venais de le dire, le programme national multisectoriel de la lutte contre le sida dresse un effectif de 21 008 personnes vivant avec le VIH-Sida et 1612 nouveaux cas enregistrés rien qu'au cours du premier trimestre 2020. Et alors, comment, comme professionnel de la santé, quelle appréciation est-ce que vous faites de ces chiffres alarmants de malades à pouvoir contrôler dans seulement une province à travers la République? Merci pour cette question, monsieur le journaliste. En fait, lorsque nous parlons autour du VIH, nous devons savoir que c'est une maladie qui est en train de sévir partout, comme en province et en République démocratique du Congo, même partout dans les autres pays. Et ces chiffres que vous balancez, c'est vrai, ce sont des chiffres qui ont été mis à la portée de la presse par le coordonnateur. Et si l'on doit faire une récapitulative des effectifs que l'on a enregistrés dans les autres années ou même dans les 10 ans avant, puisque la province ou le pays entier était déjà, autour de l'année 2008, nous étions à 400 000 personnes vivant avec le VIH. Et ces chiffres déjà, c'était trop, c'est très alarmant, puisque le VIH a été, disons, on s'intéresse de plus à plus au VIH depuis les années 1983, donc quand il a été déjà dépisté à République démocratique du Congo. Et depuis lors, on observait des afflux de nouveaux cas. Donc, les cas étaient dépistés en masse et bien que à 2008, on était à 400 000, déjà autour de 2018, donc 10 ans après, on est autour de 450 000 et PVV. Donc, par an, on peut enregistrer un total de 450 000 PVV, dont nous voyons 390 000 adultes. Et c'est vrai,
les chiffres sont encore très élevés, mais il y a lieu d'essayer de nuancer puisque, en fait, la lutte est en train d'être menée. Il y a tout un programme, le PNLS, donc le Programme national de lutte contre le VIH, tout un programme qui a des stratégies qui sont mises en œuvre pour essayer de continuer à contribuer à diminuer surtout les nouvelles infections dues au VIH. Et donc, c'est un chiffre qui reste encore très énorme, mais les efforts sont en train d'être mis en jeu. Et si l'on doit d'ailleurs entrer dans les détails, ou bien que l'on balançait avant autant de chiffres, 400 000, mais si on voyait les malades qui étaient mis sous traitement déjà à cette période-là, on nageait qu'autour de 10%, alors que si nous comparons actuellement autour de 2018-2019, nous sommes à 50%, nous nageons autour de 50% de malades PVV, mais qui sont déjà sous traitement antirétroviral. Et donc, ce sont des avancées et autant d'autres avancées comme la diminution du taux d'incidence, puisque là, l'incidence était très élevée, mais actuellement, on est autour de 0,21% de nouveaux cas chaque année. Donc, on est passé de 1,8 vers 2014, de 1,8 vers 0,21. Donc, il y a des sérieux efforts, mais on est loin d'éradiquer le mal. Donc, nous devons encore interpeller la conscience de tout et chacun pour que tout le monde mette la main à la pâte pour lutter contre le VIH. Voilà, docteur, vous avez souligné que c'est quand même le chiffre, il est grand, hein, mais quand même il y a des efforts qui sont en train d'être fournis. Mais si on voit le nombre des gens, des nouveaux cas enregistrés, c'est 1612. C'est quand même un chiffre énorme par rapport à toutes les autres provinces à travers la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on ne peut pas dire que la province du Nord Kivu est la plus touchée à travers toute la République? Bon, ok, merci pour la question. Dire la plus touchée, je ne saurais pas puisque je n'ai pas eu l'état de balancer toutes les autres données par province et extraire le pourcentage. Oui. Mais je sais quand même que la province du Nord Kivu reste parmi les provinces à la fois les plus peuplées, mais aussi il va de soi que la province du Nord Kivu soit parmi les provinces les plus touchées par le VIH. Pourquoi? Puisqu'il y a autant d'arguments. Le VIH, il est favorisé par les conflits armés. Oui. Et lorsque nous prenons la cartographie de la RDC, les conflits armés, c'est beaucoup plus au Nord Kivu. Oui. Et si nous voyons même, si nous devons même parcourir ce que nous appelons population clé, donc la cartographie des populations qui sont dans des activités minières, de populations déplacées, donc les populations qui sont vulnérables, eux-mêmes le peuplement de tous les prisonniers, donc c'est parmi les populations clés. Et comme nous en avons autant en province du Nord Kivu, il va de soi que nous continuons encore, que nous puissions encore continuer à enregistrer de nouvelles infections parmi notre population du Nord Kivu. Merci docteur. Et on peut revenir dans une formation des formateurs provinciaux de mars 2016. Il y a sans doute les formateurs qui sont revenus sur la transmission et les modes de prévention du VIH-Sida. Est-ce que, avant de parler des modes de prévention, vous pouvez quand même dire quelque chose au sujet des modes de transmission du VIH-Sida? Oui, merci pour cette question. En fait, nous devons y revenir toutes les fois que nous avons l'occasion de parler à la population. Ouais. Nous avons essentiellement 3 modes de contamination au VIH. Et il faut les connaître, puisque toutes les fois que vous aurez être devant une évidence d'une maladie déjà qui est en train de vous déranger, c'est vrai, il faut essayer de rechercher comment je l'ai eu, mais ce n'est pas là l'objectif. C'est plutôt la prise de conscience du problème et de commencer à l'affronter dès qu'il est déjà là. Oui. Mais le moyen de contamination, disons les voies de contamination, il y en a 3 comme nous l'avons dit. Et la voie la plus essentielle pour se contaminer, c'est la voie sexuelle. C'est la première voie qui prend d'ailleurs autour de 80 à 90% de contamination. Donc tous les nouveaux cas, si on doit
le passer en revue, essayer de rechercher par quelle voie ils se sont contaminés. Souvent, c'est par voie sexuelle. Donc, la voie sexuelle, elle va à la fois comprendre donc, la transmission à travers les muqueuses des voies génitales, donc les contacts sexe-sexe, mais aussi cette voie va contenir les contacts bouche, puisque on les appelle rapports sexuels, donc c'est beaucoup de rapports. Il n'y a pas que le sexe, mais il y a aussi tout ce que l'on continue à faire pendant que l'on est en train de procéder à cet acte. Il y a toutes les autres manières qu'on continue à faire pour se contacter. Donc même là, nous voyons la bouche. Si vous vous contactez avec une personne malade et qui est par exemple une plaie, ou vous-même vous avez une plaie dans votre bouche, à travers ces baisers et l'échange de beaucoup de liquide ou de salive, ça peut vous contaminer. Et la deuxième voie essentielle, c'est la voie c'est la voie sanguine. Donc là, nous voyons tout ce qu'il y a comme transfusion, tout ce qu'il y a comme utilisation de matériel, matériel ou objet piquant, coupant ou tranchant qui sont souillés. Donc l'usage des objets souillés, cet usage peut vous contaminer si vous utilisez les objets qui étaient déjà souillés par le sang d'un malade. Donc vous devez savoir qu'après la voie sexuelle qui prend 80-90%, nous avons la voie sanguine. Et là nous voyons donc la transfusion d'une unité de ça qui n'a pas été bien analysée. Il y a autant de risques, il y a parfois au village où on n'a pas tous les moyens réunis, on peut transfuser quelqu'un alors que peut-être il y avait insuffisance d'analyse de cette unité de sang et ça peut contaminer. Donc, à part les objets piquants ou pas tranchants, nous voyons aussi la transfusion elle-même comme acte médical. Et la dernière voie reste maintenant la voie ascendante. Ça signifie une femme PVV, donc une femme avec VIH et qui a une grossesse. Cette femme peut contaminer son fœtus ou bien avant l'accouchement ou bien au cours des événements, les phénomènes d'accouchement, donc pendant l'accouchement, ou alors après l'accouchement lorsqu'elle est en train d'allaiter. C'est 3 moments où cette femme-là peut contaminer. Et on comprendra peut-être par la suite, comme vous aviez déjà envisagé la question, on comprendra comment se prévenir par rapport à tout et chacun. Sans pour autant vous interrompre, est-ce que vous avez dit au sujet de la transmission par la voie sexuelle que ça peut représenter autour de 90% 90 à 80-90% des cas. Et pour d'autres modes pour la voie sanguine, elle est estimée à 5 à 10% de contamination. Mais pour la voie ascendante, donc la voie materno-fétale ou maternelle vers le nouveau-né, cette voie-là prend moins de 5%, c'est autour de 2% de contamination. Voilà, et donc voilà comment on peut se transmettre facilement le VIH/SIDA. Et très rapidement, peut-être en 1 minute, est-ce que vous allez nous dire comment est-ce qu'on peut se prévenir de cette maladie-là? Oui, c'est très facile. Bon, ce n'est pas très facile du point de vue pratique. Mais si l'on doit revoir les moyens de protection ou les moyens de lutte contre cette contamination, on va énumérer essentiellement 4 moyens que l'on appelle les ABCD. A, ça veut dire tout simplement abstinence. Donc, toute la population qui n'est pas encore en âge de vivre leur mariage, ou alors tous les veufs et les veuves, ou tout le monde qui n'est pas qui n'a pas d'époux ou de conjoint, tout le monde, on doit observer l'abstinence sexuelle. Ça signifie s'abstenir tout simplement de faire les rapports sexuels. Donc, il va de soi que lorsque vous ne contactez pas quelqu'un, vous ne pouvez pas aussi vous contaminer. La voie B, c'est la bonne fidélité. Le moyen B plutôt. C'est la bonne fidélité et nous ajoutons réciproque puisque il ne sert presque... Bon, ça peut vous servir vous seul lorsque vous êtes fidèle à votre conjoint, mais lorsque le conjoint n'est pas aussi fidèle à vous,
il devient danger pour vous, bien que vous êtes fidèle à lui. C'est pourquoi, pour bien se protéger contre le VIH, nous disons qu'il faut une bonne fidélité réciproque entre les couples. Ça, c'est le deuxième moyen. Le moyen, c'est évidemment le moyen que l'on appelle condom, donc l'usage des préservatifs. Et là, ça dépend de chaque conviction, puisque pour nous, catholiques, avec notre conviction, notre foi chrétienne, nous savons qu'il y a certaines mesures de prévention qui ne nous sont pas autorisées, qui ne nous sont pas autorisées par notre doctrine ou notre croyance. Et la voie D, on l'appelle, non, le moyen D de prévention, on l'appelle dépistage. On le considère comme moyen à soi, puisque lorsque vous vous dépistez et que vous connaissez votre statut sérologique, vous pouvez donc savoir comment vous prendre par rapport à votre état. Aussi longtemps vous ne vous dépistez pas, vous ne pouvez pas dire que vous continuez à vous protéger, alors que vous ne savez pas même si vous êtes déjà contaminé ou vous ne l'êtes pas encore. Donc le dépistage, c'est aussi parmi les moyens. Une fois que vous connaissez votre statut, vous saurez savoir comment définir les lignes de conduite pour vous protéger ou pour continuer à vous protéger. Voilà comment on peut se protéger contre le sida. Et là, docteur, nous sommes dans un contexte particulier. Nous sommes en ville de Butembo. C'est l'une des villes de la province du Nord Kivu comptabilise plusieurs cas qui sont touchés par le VIH-Sida. Et on va peut-être vous demander de savoir comment vous appréciez le comportement des jeunes vis-à-vis de la lutte contre le VIH-Sida en ville de Butembo. Oui, merci pour cette question. En fait, nos jeunes... et même nous sommes aussi parmi les jeunes, puisque c'est question d'âge. En fait, nous les jeunes, c'est vrai qu'en ville de Butembo, il y a certains groupes de gens qui sensibilisent contre le VIH. Il y a même le programme lui-même dans les structures sanitaires qui continue à sensibiliser tous les clients ou les malades lorsqu'ils viennent à l'hôpital, qu'ils viennent pour une activité de visite ou qu'ils viennent pour visiter les malades ou alors eux-mêmes venir procéder à leurs soins, venir demander des soins. On profite toujours de former le malade qui a lieu de procéder à leur dépistage. Alors pour nos jeunes, peut-être nous sommes quand même conscients que les jeunes arrivent rarement à l'hôpital, mais nous savons que il y a un danger. Lesquels c'est lorsque nous allons vivre sans connaître notre statut sérologique. Ça, c'était très grand danger, puisque d'ailleurs, il y a certains auteurs ou certains penseurs qui disent que toute séro-ignorance doit être considérée comme séropositivité. Donc, lorsque vous ne savez même pas votre statut sérologique, on peut même vous considérer déjà, entre guillemets, comme étant malade. Alors, les jeunes, nous devons les interpeller, puisque c'est beaucoup plus eux qui sont concernés par des relations amoureuses lorsqu'ils font des sorties, des pique-niques ou même des soirées dans des boîtes ou toute forme de manifestation, un anniversaire où on se fait des accolades et le soir on sait où on va. En tout cas, nous devons interpeller nos jeunes, qu'ils soient beaucoup plus prudents et qu'ils savent que le VIH, c'est une grande réalité qui est là. Je crois qu'on peut encore continuer à douter de certaines autres... on continue à faire des polémiques pour accepter que certaines maladies existent. Mais pour le VIH, au moins, je sais que tout le monde est déjà conscient que le danger est là. Donc, nous devons nous protéger, jeunes et vieux. Docteur, il y a des praticiens, il y a des églises, il y a d'autres personnes aussi qui pensent que le sida ne guérit pas seulement par... le médicament. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à ce sujet? Ceux qui disent que le sida ne guérit pas seulement par les médicaments. Oui. Non, ils ont raison, puisqu'on n'a pas encore de preuves il n'y a pas encore de pension ou de médicaments qui puissent être pris pour guérir l'infection à VIH. Alors, je ne sais pas si j'ai bien posé la question. Je disais qu'il y en a des églises qui pensent qu'elles peuvent guérir le sida. Et comme ça, il y a des gens qui affluent vers ces églises, vers ces tradis praticiens, et pour essayer d'apporter peut-être une quelconque guérison Ok, je comprends bien la question, monsieur le journaliste. En fait, il faut que notre population sache une chose.
en matière de santé, ce sont les prestataires de santé qui doivent être écoutés et c'est leurs avis que l'on doit accepter ou plus ou moins. Hein? C'est à leur avis qu'on doit croire. Oui. Donc n'allez pas croire à quelqu'un qui va vous prêcher une chose qui pourtant peut être difficile à être atteinte. Oui. Les miracles, nous sommes chrétiens aussi, nous croyons aux miracles. Mais ce n'est pas cela qui va nous amener à nous débarrasser de notre intelligence. Oui, oui. Puisque en fait, on doit savoir qu'il y a des malades qui nous ont fui. Ils étaient sous notre suivi. Même leur situation où l'état sanitaire commençait à s'améliorer, mais pouf, on constate que quelqu'un n'arrive plus. Et il viendra vous dire après 2 à 3 ans, quand il vient très grabataire, donc dans un état vraiment critique, il viendra vous dire que non, on m'avait fait de feuilles ou de jus, de ceci ou cela que je prenais pour guérir. On me disait que je suis guéri. Ou alors, d'autres qui vont aller, bon, peut-être influencés par la foi, une foi à outrance, jusqu'à penser qu'ils ont été délivrés de la maladie VIH ou SIDA. Oui. Et pourtant, quand on revient, on vient faire certains tests, on constate toujours que le problème est là. Ou même, il y en a qui, s'il est suivi dans un groupe ou dans un hôpital quelconque, il essaie d'aller suivre un traitement traditionnel pour venir maintenant se présenter dans une autre structure. Sous prétexte que, bon, je suis là, je dois me marier, je viens vérifier mon statut sérologique. Quand vous allez lui dire qu'il est positif, il est hébété, donc il est plus ou moins déçu par ce qu'il avait déjà cru que c'est un traitement qui peut le guérir. Et pourtant, quand il vient dévier des routes pour essayer de refaire le dépistage, il constate que le problème est encore là. Donc, ne vous laissez pas tromper, notre chère population. Vous devez plutôt croire à nos conseils et à tout ce que nous vous prodiguons comme ligne de conduite à suivre pour lutter contre la maladie lorsqu'elle est déjà là, ou alors pour se prévenir lorsque vous n'êtes pas encore malade. Voilà le conseil. Nous sommes tous chrétiens, nous sommes croyants, mais l'essentiel c'est de voir comment est-ce qu'on va se placer devant les graves dangers que présentent les difficultés que nous avons. Et c'est vers la fin de ces programmes, nous sommes en train d'aller. Nous sommes avec le docteur Mwindo Kasusu. Là, il est médecin traitant à l'hôpital Matanda et il intervient dans la prise à charge des personnes vivant avec le VIH-Sida à travers notre région. C'est avec lui que nous venons de parler du sida à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre cette maladie. Et il est revenu sur les raisons les modes de transmission de cette maladie. Il est revenu sur les modes de prévention. Et nous avons dit quelque chose sur ce qu'il a comme appréciation par rapport au comportement des jeunes à travers la région. Et maintenant, nous allons vers la fin et nous allons peut-être lui demander de lancer un appel au-delà des jeunes. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire qu'on peut avoir déjà oublié au sujet de cette lutte contre le VIH-Sida? Ok, merci pour ce mot presque conclusif. Je suis fier d'abord d'avoir été invité par la radio, par le Moto TV. Oui, merci. Je suis vraiment très reconnaissant et j'aime des occasions pareilles où on échange, on essaie de former la population sur ce qui est préoccupant. Alors, nous devons savoir que d'abord le sida, il est déjà là et c'est depuis les années 1980-83 que on a commencé à répertorier des malades au sein de la République. Donc, aujourd'hui, nous sommes à l'étape où nous connaissons la maladie, nous pouvons la dépister. Et la mise sous traitement, elle est là. C'est un traitement qu'on appelle antirétroviral. Donc, il va être donné au malade pour essayer de l'aider à diminuer la population des virus qui sont en circulation dans son sang, de sorte que l'immunité puisse être restaurée. Donc, ce n'est pas le VIH en soi qui tue, ce n'est pas le virus là qui tue le malade. C'est plutôt lorsqu'il vulnérabilise l'organisme du malade que le malade sera exposé à contracter d'autres maladies qui sont pourtant banales, mais qui vont être très sévères et sérieuses chez lui. Alors, nous devons accepter, si nous sommes malades, nous devons être en mesure d'accepter cette situation, de sorte que nous puissions prendre les ARV à vie.
C'est un traitement à prendre à vie. Oui, voilà. Et comme peut-être dernier conseil pour les prestataires de santé, nous devons, puisque les thèmes actuels, les thèmes récents pour la célébration du 1er décembre récent, c'est que nous devons tous vivre cette lutte contre le VIH, nous devons la lutter en toute solidarité, donc la solidarité mondiale et responsabilité partagée. Oui. Donc pour les prestataires de santé, que je salue beaucoup, mes collègues, mes confrères et mes collaborateurs, nous devons continuer à diminuer le nombre de nouvelles infections. Donc, pratiquons bien tout ce qui est PTM, donc prévention de la transmission mère-enfant. Dans nos maternités, tout le monde doit s'impliquer et c'est à ce moment que je conclue mon Voilà, nous disons merci au docteur Kassoussoula d'avoir répondu à notre invitation. Nous disons également merci à tout le monde qui nous a suivis de partout, à la maison, en ville, dans les salons de coiffure, dans les restaurants. Merci à vous de rester fidèles au programme de Moto TV. Nous, on cesse de parler parce que d'autres programmes doivent suivre, mais pour l'instant, nous vous laissons suivre cette chanson des artistes congolais qui luttent aussi contre le VIH-Sida. Et nous cessons de parler. Vous allez continuer de suivre nos programmes.